Jamais il ne pourrait vivre sans ce littoral fragile et menacé. Alors, il le protège sans relâche. Lorenzo Bramanti, scientifique italien, veille sur ce qu'il appelle son trésor. Surexploité en Méditerranée, sauf ici, au large de Banyuls-sur-Mer, dans ces petites branches de corail rouge se cache peut-être l'avenir de nos océans. À mon avis, la grande ici, je pense que si, il a l'âge de mon grand-père. Plus au nord, préserver l'environnement, c'est aussi une évidence pour Benjamin Bess et les pêcheurs de Gruissan. Quand ils se partagent la mer avec des roseaux, ils perpétuent une pêche ancestrale et respectueuse des ressources. On travaille en communauté, on est tous ensemble, donc on se doit de tous être égaux. Mais jusqu'où vont-ils tenir dans un monde en perpétuelle évolution? Sur la côte occitane, nous allons rencontrer ceux qui se battent chaque jour pour préserver ce coin de Méditerranée. Pour commencer, direction Banyuls-sur-Mer. À chaque plongée, c'est le même émerveillement, la même extase face à ces milliers de poissons et d'organismes marins à quelques centaines de mètres de la côte seulement. Jamais personne n'aurait pu imaginer un tel spectacle en Méditerranée sans la mise en place d'une protection stricte depuis plus de 50 ans, en particulier sur le corail rouge. Cette espèce emblématique, trop longtemps pêchée pour la joaillerie, a même totalement disparu à certains endroits de la Méditerranée. Alors, les scientifiques comme Lorenzo Bramanti le savent bien, pour l'observer et l'étudier, il faut plonger ici. Grâce à ces années de protection, le corail est resté intact dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls. Exceptionnellement, ce scientifique peut prélever quelques branches afin de percer le mystère de ce trésor. Lorenzo Bramanti est chercheur au CNRS. C'est l'un des plus grands spécialistes du corail rouge. En l'étudiant, il travaille sur le repeuplement des océans. Aujourd'hui aussi, il a beaucoup de problèmes de pêche, de braconnage, de trafic illégal. Et pour moi, c'est un trésor aussi scientifiquement, intellectuellement. Mais surtout, c'est une possibilité de permettre à ces trésors de rester dans la Méditerranée. Ce scientifique d'origine italienne est le seul dans le monde à observer le comportement des larves de corail rouge. L'été, c'est le moment où tout se joue pour Lorenzo. L'ensemble des organismes marins sont en pleine période de reproduction. Le chercheur attend avec impatience la ponte de son animal préféré. Mais d'abord, il doit s'assurer du sexe des branches prélevées. C'est une autre belle femelle, très jolie. On voit bien, fantastique. Fantastique. Ça, c'est une femelle, c'est bien mûr, très prête à être fécondée, très proche à la fécondation. D'un coup de scalpel, il ouvre la branche pour libérer les ovocytes et vérifier leur maturité. Une opération essentielle pour savoir où en est la reproduction des coraux sous la mer. Il faut être là tous les jours. Ce n'est pas une chose prévisible et facile. Toutes les fois, c'est fantastique parce que je les vois toutes les années, mais chaque fois, je remains surpris dans le spectacle. Franchement, c'est émotionnant. Pour mener à bien son étude sur les larves, la fenêtre de tir est donc très courte. Lorenzo doit se tenir prêt dès la ponte et ne doit pas rater ce moment magique.
Et c'est au laboratoire océanographique de Banyuls que Lorenzo a choisi de s'installer. Situé juste au-dessus de la plus ancienne réserve de Méditerranée, là où le corail se développe sans menace depuis 45 ans. C'est ici où je travaille. J'ai la chance que la fenêtre de mon bureau, c'est de ce côté ici, ainsi que je vois la mer toute la journée. Et t'aide beaucoup à travailler bien. Il y a 20-30 marches dès le local de plongée. Ainsi que quand je travaille sur mon ordinateur, et en 5 minutes, je peux être dans l'eau. Avec 250 plongées en moyenne par an, il est l'un des rares scientifiques à être autant sur le terrain. Mais à Banyuls, il a aussi appris à composer avec les éléments. C'est une des caractéristiques de Banyuls principaux, le vent. Le vent de tramontane, c'est la présence constante en Banyuls. C'est quelque chose qu'il a des gens qui n'ont pas pu supporter. Il dit que ça rend fou. À moi, il ne m'a fait rien. Peut-être qu'il era déjà fou quand je suis arrivé. Mais... Sa seule folie, c'est cette passion pour le corail rouge. Chez lui, le petit animal est partout. C'est une passion, tu sais. C'est un organisme très fascinant. Et quand tu commences à l'étudier, à être dans le monde de la recherche, de l'e-commerce, de la superstition, de la magie, tu rentres dedans et tu es attrapé complètement. Le terrain de jeu de Lorenzo est apprécié aussi des vacanciers. Ils sont nombreux à profiter des plages et des eaux transparentes de la réserve de Banyuls. Des interdictions et des restrictions existent pour les activités balnéaires, mais le lieu n'est pas mis totalement sous cloche, comme en témoigne ce sentier sous-marin très prisé par les familles et les enfants. À seulement quelques mètres de profondeur, les nageurs peuvent profiter de la richesse des fonds de la réserve. Signalétique et parcours pédagogiques permettent de sensibiliser les estivants. Loin du brouhaha des plages, c'est un jour exceptionnel pour Lorenzo. Accompagné de Frédéric Cadenne, le conservateur de la réserve, il va pouvoir plonger dans une zone ultra préservée. Un sanctuaire de 65 hectares au cœur de l'aire marine, où personne n'a habituellement le droit d'y plonger. Si on n'a pas ce genre de zone de protection renforcée, on n'en verra plus du corail. C'est la zone protégée de la réserve, c'est la zone de protection forte qui a été créée en 1974. Donc là, on a une vision sur plus de 40 ans de protection. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour toi. Et nous, ça nous permet de voir l'état de santé de la réserve et selon son état de santé, prendre des mesures pour conserver le milieu. À 500 mètres des côtes de Banyuls et à seulement 15 mètres de profondeur, c'est un Éden sous la mer. C'est à cet endroit précis que l'on peut prendre le pouls de la réserve. Lorenzo et Frédéric peuvent mesurer la densité des forêts de gorgones rouges et blanches et du tombant corallien. Ici, les eaux sont troubles, chargées en nutriments, preuve de la bonne santé du lieu. La diversité des espèces est frappante. Tout y est, du corail, début de la chaîne alimentaire, jusqu'au dernier maillon, le mérou, l'autre espèce emblématique de la Méditerranée qui fait son retour. En 1970, on en comptabilisait une vingtaine. Aujourd'hui, les équipes de Frédéric Cadenne en dénombrent plus de 600.
Lorenzo ramasse quelques branches de corail cassées pour tenter de les sauver plus tard dans son laboratoire. Au bout d'une heure de plongée, les deux hommes ressortent, rassurés par ce qu'ils ont vu. Il ne faut pas y revenir tous les jours, mais on aurait bien envie. Mais ça reste quand même un endroit préservé, on le sent, parce que les espèces sont très fuyantes quand même, ils n'ont pas l'habitude de voir du monde. C'est tant mieux comme ça, il faut continuer. Il y a une densité sur très peu d'espace qu'on retrouve pas ailleurs. À mon avis, la grande ici, je suis curieux de voir quel âge elle a, mais je pense que si, il a l'âge de mon grand-père. Il avait des colonies avec des polypes ouvertes qui sont en train de manger, mais beaucoup de colonies bien grandes, bien rouges, et franchement, c'est un corail en bonne santé. L'importance d'une forêt de corail en bonne santé, c'est comme une forêt terrestre. Une forêt en bonne santé peut donner des abris à des autres espèces, des crevettes, des invertébrés et des poissons, beaucoup de poissons. Ainsi que c'est important qu'il est dense et avec une taille bonne, une structure bonne pour qu'il fasse une véritable forêt. Pour garder intacte cette enclave de vie, il a fallu du temps et des règles très strictes. Durant l'été, sur terre et en mer, les agents de la réserve ne ménagent pas leurs efforts. Ils assurent une surveillance quotidienne. Une, deux, il y a un kayak là. Oui, plage, mini-plage, mais plage. Il n'y a pas de matos. La surveillance du site, c'est une mission essentielle. Parce qu'on est un espace réglementé sur la réserve. Et donc forcément, il faut être présent pour faire respecter cette réglementation, mais aussi pour informer les usagers. Bonjour. Ne jetez pas du pain aux poissons. Non, on jette rien, que du naturel. Oui, mais même, le pain, c'est pas leur nourriture, en fait. Ils se nourrissent pas de pain, le poisson. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais après, ça engendre des maladies, donc évitez. Vous êtes dans une réserve naturelle, donc ils se débrouillent sans nous, vous inquiétez pas. Ouais, merci, hein. Allez, passez une bonne journée. La surveillance du site, ça représente plus de 260 jours par an. Donc ça fait 1200 heures de surveillance, 600 heures l'été. Donc c'est vrai que cette forte présence fait aussi diminuer les infractions. Et le dernier recours, c'est la verbalisation s'il y a non-respect de la réglementation. Bonjour messieurs, dames. C'est juste pour vous informer, comme vous êtes sur une bouée rouge, les bouées rouges sont réservées en priorité aux structures professionnelles de plongée. Si les 650 hectares de la réserve sont protégés par un système de bouées, rien ne remplace la présence humaine. D'autant qu'une nouvelle menace est apparue depuis quelque temps. La multiplication des clubs de plongée. Ils profitent des bienfaits de la réserve. On estime, et les scientifiques estiment, qu'on a atteint le seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas passer au-delà, parce que ça peut être problématique pour le milieu. Et donc la plongée, on la contrôle, on la surveille pour qu'elle soit pas trop impactante sur le milieu. Il y aurait plus de 35 000 plongeurs par an à Banyuls. Une charte de bonne conduite a donc été créée à l'attention de tous ces clubs. Ils doivent s'engager à sensibiliser leurs clients à la fragilité du site. Donc je vous demande de faire vraiment super attention dans votre déplacement, être bien stabilisé et ne pas venir vous accrocher soit sur les zones de coralligènes. Dernière chose, pendant votre balade, si vous trouvez quelque chose qui traîne, vous le ramassez. Et cette ligne de conduite n'entrave aucunement les affaires de Julien Lebeau, le responsable de ce club. Nous, dans notre pratique au quotidien, ça nous correspond tout à fait, quoi. Donc
Donc minimiser le nombre de personnes sur les sites de plongée, minimiser les rotations bateaux. Donc voilà, c'est complètement dans nos principes et dans notre éthique. Il y a des structures plus importantes qui ont deux bateaux et après automatiquement ça amène un besoin de rendement qui à mon avis est pas forcément en phase avec le respect des sites ici, quoi. Moi j'ai qu'un seul bateau. Un seul bateau. Donc ça nous suffit, quoi. Ça nous suffit. Pendant que tous les acteurs veillent à la préservation du lieu, Lorenzo poursuit son objectif de repeuplement. Il a installé, il y a quelques années, des hôtels à corail, une sorte de récif artificiel où il a bouturé des branches cassées. Un coup de pouce à la nature pour faire grandir des coraux encore plus vite. La méthode de réimplantation fonctionne car la colonie semble être prête à accoucher. Il faut faire rapidement parce que je ne vais pas être stressé. Au laboratoire, l'heure fatidique de l'accouchement se précise. Ces précieuses larves sont bientôt là. Il est tout excité. Ils sont en train de pondre. On a déjà vu quelques larves qui sortent. Je pense que je vais passer la nuit en attente comme un papa avec son bébé, comme un père. Ainsi que cette nuit, je suis sûr que cette nuit, on va avoir des larves. La naissance est imminente. Barty, on a des mamans enceintes. Oh, des petits bébés. Si cette nuit, on va avoir les bébés. Tous les études de la phase larvaire, ils commencent maintenant. En fait, c'est le début de l'expérience. Dans les aquariums du labo et sous la mer, c'est pendant la nuit de la pleine lune que tout se joue. Lorenzo, en scientifique passionné, cherche toujours à dépasser les limites. Il se lance cette fois-ci un défi, observer une naissance sous la mer. Il décide alors avec son ami caméraman Roberto Rinaldi de tenter l'impossible. Filmer de nuit la ponte, ce serait inédit. Il a la température qui remonte, il a la lune qui est pleine, on a les femelles qui sont fécondées, il a toutes les probabilités. Et tu es ici de passage, que c'est la plus difficile des choses. C'est que c'est mon porte-bonheur. On y va, vai. Allez, ouais. Plonger pour l'inaccessible. Le Graal. Lorenzo est l'un des seuls au monde capable d'observer une expulsion de larves sous l'eau. Personne n'a encore réussi à filmer en mer une ponte de corail rouge. Les chances sont minces, mais Lorenzo et Roberto veulent y croire. En pleine nuit, les deux amis assistent à un spectacle hors du commun. L'intensité de la pleine lune favorise le développement des organismes sous la mer. Tout est plus actif. Certaines espèces ne s'ouvrent que pendant la nuit, comme ces majestueuses gorgonocéphales qui s'accrochent aux gorgones rouges comme des étoiles de mer géantes. Le temps passe et Lorenzo se rend compte que la ponte de corail rouge n'est pas pour cette fois. Mais il va pouvoir scruter celle d'une gorgone. Pendant que la femelle relâche des ovocytes qui restent attachés aux branches, les spermatozoïdes, totalement synchronisés, sortent pour les féconder. Puis des perles violettes apparaissent. Ce sont les œufs de la gorgone. Pendant ce temps, dans le laboratoire, l'exceptionnel se produit.
L'expulsion est très rapide. En l'espace de quelques secondes, le polype du corail rouge émet un œuf. Si l'observation sous la mer n'a pas réussi, Lorenzo va pouvoir se consoler avec toutes ces larves nées en laboratoire. Ses recherches vont progresser afin de mieux comprendre et protéger son animal préféré. Sur la côte occitane, peu d'endroits sont protégés comme la réserve de Cerbère-Banyuls. Alors certains ont décidé d'établir leurs propres règles. C'est le cas des pêcheurs du village de Gruisson. Depuis des générations, ils veillent sur l'équilibre de leur lagune. À 2 pas du village, le petit port de l'Hérol est surnommé le bout du monde. Et sur les quais, ce sont les jeunes qui prennent la relève. C'est long, c'est que à pied dans les tangs. Ouais, c'est long. La pression commence à monter. Vivement ce soir. Hein. Je tire le pareil, la botte. Hein. À la place des filets, Benjamin baisse, charge des roseaux. Ce ne sont pas les gestes habituels pour un pêcheur, mais c'est pourtant bien le rituel de la fin de l'été. De grosses responsabilités pèsent sur les épaules de ce jeune homme de 29 ans. Il est responsable, avec une poignée de volontaires, du barrage de l'Hérol, une étendue d'eau poissonneuse qui communique avec la mer. Ah, là au début c'est bien dur, c'est chouette là. Ouh, elle est fraîche, con. Ah. Les hommes s'alignent sur une borne à terre, puis se positionnent autour d'un rectangle. Là, on est en train de régler le cadre qui est déjà préparé. Donc il y aura un côté qui fera 20 mètres et l'autre 40. Une fois qu'on a trouvé le bon côté de chacun, c'est parti. Une fois par an, les pêcheurs quadrillent la mer sur près de 3 km de longueur. Ils progressent ensemble, déplacent leur rectangle de corde et à l'aide de roseaux, délimitent des parcelles parfaitement identiques. Ça c'est le 1, hein. Celui-là, je prends la main, on peut. Ils devront partager les eaux avant ce soir. La précision du tracé est déterminante. Il faut respecter les alignements, recompter les roseaux bien en place. Denis, le père de Benjamin, participe à ce travail collectif depuis 40 ans. 6, 7. Voilà, si tu me prends l'alignement, je pense qu'on monte un peu trop. Il ne faut pas faire d'erreur de mettre un poste en plus ou un poste en moins. Si on se plante, des fois, il faut tout recommencer. Hein. Quand tu arrives au bout, il faut recommencer tout. Tu as les bras qui te touchent par terre. C'est un partage des eaux qui doit être équitable pour tous les pêcheurs. Il n'y en a pas un qui doit en avoir plus que l'autre. On travaille en communauté, on est tous ensemble, donc on se doit de tous être égaux. Et avec la fatigue, on se chamaille un peu, on se prend le bec. Cela aussi fait partie du jeu. Moi, écoute, je ne pouvais pas monter de 10 mètres d'un coup. Si c'est pas tendu, c'est pas à moi qu'à monter. Il faut que lui descende de 1 mètre ou 2 et moi de 1 mètre ou 2. Vous avez vu, vous êtes beaucoup bas par rapport à l'an passé. On est plus haut. De 30 mètres. Hein. Oh, plus que ça. Oui, mais on a rattrapé les 2 tournants qu'il y avait l'an dernier. D'accord. Dans le barrage, tu le rattrapes. Hein. En fin d'après-midi, les alignements de roseaux devant la mer tracent 2 lignes parallèles. À l'intérieur, on y installera des postes de pêche. Filets, puis pièges à poissons. Une fois l'étang barré, le dispositif va leur assurer une source de revenus pendant 4 mois.
nous, c'est un peu les vendanges. Tout le poisson qui est rentré depuis le mois de février-mars, qui est venu bien se nourrir dans les étangs, dès qu'il sent les eaux de mer qui se rafraîchissent, qui sent le mauvais temps, il préfère partir, regagner les fonds, les grands fonds. Donc les barrages servent à maintenir une partie du poisson. On va croire qu'on pêche tout. On pêche une petite partie. En attendant de commencer le travail à la mi-septembre, les pêcheurs doivent se répartir 119 parcelles. Autant de postes de pêche au rendement bien différents selon les courants, la profondeur, la nature des fonds marins. Alors, pour éviter tout favoritisme, c'est un tirage au sort qui va décider de la répartition des postes. Ghislain, Jean-Jacques. Présent. Jean-Baptiste. Présent. Hiro. Présent. Sylvain. Présent. Sullivan. Présent. Jean-Marc. Le tirage au sort, une règle fondamentale de la prud'homie des pêcheurs de Gruissan. Une institution puissante, née au lendemain de la Révolution. Dans ces registres est consignée toute la vie des pêcheurs. Le partage des territoires de pêche, les plaintes, les procès-verbaux de conflits, de sanctions, ou encore l'état de la ressource et le détail des espèces de poissons. « 23 mètres chaque poste, chaque section. Il n'y a qu'à la dernière, il peut y avoir 24. Aujourd'hui, les prud'hommes sont élus pour 3 ans par leur père. Issu de cette longue histoire, Benjamin est le plus jeune élu de la prud'homie de Gruissan. J'ai été prud'homme en janvier 2018. C'est quand même pour moi très important de défendre la vie de tous les pêcheurs, de faire que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit égaux, que la prud'homie fonctionne. Ça fait partie de la culture des pêcheurs de Gruissan, donc c'est très important pour moi d'être prud'homme. J'ai vu mon papa et pour moi c'était la suite à prendre d'être prud'homme. On commence? Ouais. La distribution des lots a toujours lieu le soir du barrage. Le premier, Louis-Marc. Ouais. Adelung, où il va aller là? Non, tu le sens pas cette année? Petit furol là quand même là. Dans cette pièce, tout le monde est au courant. Papa? Il y a beaucoup plus de mauvais postes que de bons à distribuer. 12. Hiro. Mais chacun croit en sa bonne étoile, quitte à brûler quelques cierges. Tu sens l'encens. Mise en boîte de rigueur dans cette communauté qui se connaît par cœur. Et si cela permet d'effacer les tensions, on sait être aussi bon joueur. Patricia a eu la main heureuse. Et moi? Et Benjamin alors. Pas de pitié pour les prud'hommes. Benjamin est un pêcheur comme les autres. L'an dernier, j'ai déjà été gâté et cette année aussi. Donc pourvu que ça continue. Hein. Moi, mon tirage, il est moyen. Ni bon, ni mauvais. J'ai rien de bon, mais dans ma carrière, enfin, moi, ça va faire 30 ans, enfin 26 ans que je fais la pêche. J'ai déjà eu tous les bons postes au moins 3 fois chacun. Alors, je ne vais pas me plaindre. Ce soir, pas une voix ne contestera le tirage au sort. Respect et discipline, 2 règles d'or de la communauté des pêcheurs de Gruissan. La prud'homie rythme la vie des pêcheurs. Elle est devenue une alliée forte pour affronter les défis de demain. Et ça, Benjamin l'a bien compris.
J'ai essayé d'autres choses, de la maçonnerie, de plomberie, mais celui-là qui m'accroche vraiment, l'unique, c'était celui-là. Je n'arrivais pas à penser autre chose ou à faire autre chose que me dire je veux faire la pêche, quoi. Au bout du monde, l'heure bleue appartient aux gens de mer. D'aller sur un bateau, c'est normal. Petit, j'étais là, mes copains préféraient aller à la plage, moi non. Je voulais avec mon père pêcher les premières cannes, mes hameçons qu'on mettait avec un roseau, j'étais excité. Enfin, c'est des moments qui sont marqués dans ma vie, que maintenant je fais seul et que j'arrive toujours pas à prendre conscience. Je me dis, j'ai réussi à faire ce que je voulais, je vis de ma passion. Une passion intacte, nourrie de ses instants fébriles au lever du jour. Mais sur les temps de son enfance, Benjamin sait que la donne a beaucoup changé. On ne sait jamais ce qu'on a le matin dans les filets. Et c'est ce petit quelque chose qui fait qu'on aime ce métier. Le jour où je l'aurai plus, j'espère que ça continuera. Ce matin, le jeune pêcheur traque mulets, loups, dorades. Là, je tape pour leur faire peur. C'est une habitude que j'ai prise, que quand j'arrive, je fais ça. Allez. Le trémaille a été calé la veille au fond de l'eau, pas tout à fait par hasard sur cette étendue lagunaire de 1300 hectares. Alors, que lui réserve l'heure dorée? Il y a 300 mètres à remonter. 2. La première se fait attendre. Se fait désirer, comme on dit. Ah, arriva. Souvent, le poisson, il se prend au lever du jour. Une oreille de mer 45, il va faire 350, 400 grammes facile. Un beau poisson. Le premier, une longue série peut-être. Hop, une seconde. Sur l'Hérole, gérer la ressource est devenu une priorité absolue. Au sein de la prud'homie, Benjamin a consolidé des pratiques. En augmentant la maille des filets, par exemple, la pêche est plus sélective. En premier, on pense à la ressource, parce que pêcher pour pêcher, c'est pas le but. Pêcher pour en vivre des années, ça c'est pour moi le but. Relâchons tout le petit poisson en mer pour qu'il puisse grandir et revenir l'année d'après. C'est des conduites éco-responsables qu'on essaye de se protéger aussi pour notre avenir à tous les pêcheurs. On a vu que depuis quelques années qu'on la rechette, on a de plus en plus de belles dorades dans les tanks. Voilà, les plus belles qui sont pêchées, 2,5 kg. C'est quand même c'est rare, mais c'est quand même de beaux poissons. On a un peu plus de poissons de 400-500 grammes. C'est de la gestion, c'est ça, ouais. C'est ça. Travailler tout en gardant une éthique. L'exemple de ces pêcheurs petits métiers brille au soleil de l'Hérole. Allez, on va aller à côté. Lorsque la chaleur accable les flots de la lagune, père et fils se retrouvent pour une pêche en duo. Un oursel là. Heureusement que tu n'as pas mis les pieds parce qu'il était pas mal celui-là. Ici, c'est le paradis de l'anguille, que l'on capture avec une capéchade, un ingénieux montage de filets et de nasses amarrés
au fond de l'eau. La communauté des pêcheurs s'est elle-même fixé règles et interdictions. Là, on a 100 mètres de paradière qu'on appelle. C'est un guide. L'anguille tape dessus, elle ne peut pas se prendre. Et elle suit d'un côté ou d'un autre. Ou après, elle peut se retourner aussi. Mais c'est à chaque extrémité, après, il y a un piège, une capéchade. C'est de la toute petite maille. C'est fait pour pas que le poisson, justement, le petit poisson s'y prenne et que nous, on ne verrait pas et qui après meurt. Le but, c'est justement juste qu'ils suivent pour se prendre, rentrer dans le cœur et se prendre et rester. Alors qu'une fois qu'il est dans la pantane, il est vivant, il bouge, il n'y a pas de problème. Et comme on vient tous les 2-3 jours régulièrement le visiter, c'est le poisson, une fois qu'il est dans la pantane, il ne souffre pas, comparément au trémaille. Paradière, pantane, capéchade, l'ensemble vu du haut dessine une flèche bien connue des étangs de Méditerranée. Les poissons vivants glissent sans stress jusqu'à la pointe. Elles auront beau se tortiller, les anguilles se constituent prisonnières et se retrouvent maintenant en compagnie de quelques crabes inoffensifs. Ah oui, oui, oui. Il y en a? Ah ouais, il y en a. Oh là. Ça c'est beau. À quoi il baigne? Doucement, doucement. Ah, c'est de la belle anguille. Hein. En plus, elles sont jolies même aujourd'hui. Parce qu'avec la chaleur, les pêches, normalement, elles sont toujours plus jolies, les anguilles. Vraiment, c'est de la belle cam. Chaque pêcheur a droit à 6 filets. Pas un de plus, sous peine d'amende de la prud'homie, qui, sur ce point, est plus stricte que le cadre européen. Si de nous-mêmes, on voit qu'à cause de la chaleur, l'anguille commence à souffrir et tout ça, de nous-mêmes, en tant que pêcheurs et les prud'hommes, décideront de lever les filets et de ne plus la pêcher. Ça, je trouve ça... Et vous allez être écouté? Oui, parce que je pense que les pêcheurs sont aussi dépendants de l'anguille. Si on fait périr toute l'anguille, la pêcher pour la tuer, même pas pour pouvoir la vendre, je pense que ça ne sert à rien, c'est du gâchis. Il est né comme ça, hein. Il est né dans ce contexte-là, quoi. On n'est pas là pour tricher, hein. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Hein. Des fois, on fait réunion de prud'homie, on s'engueule, mais c'est en réunion, point. Après, on sort dehors, on boit un coup ensemble, c'est terminé. Voilà, mais ça, c'est ça la prud'homie, quoi. C'est pouvoir se dire les choses en face, quand ça pète, mais après, c'est terminé, quoi. Ce qu'on a à dire, on le dit à la prud'homie. Parce que des fois, on a des querelles entre pêcheurs, il m'a pris la place, bon, ça fait partie du travail aussi, quoi. Mais après, on a le respect d'autrui, quoi. Quand c'est fini, on n'en parle plus. Ce n'est pas tous les jours comme ça. Mais disons-le tout net, aujourd'hui, la pêche est excellente. Sur le retour, père et fils activent le réseau. Ouais, ouais, bien on arrive là. On rentre d'ici 10 minutes maxi. Voilà. Le marailleur est déjà sur place. Il faut aller vite car l'anguille est un poisson fragile. Ça, sort de lui ça. Vivante, elle est vendue entre 4 et 8 € le kilo. Et pendant 6 mois de l'année, elle fait vivre les pêcheurs de l'Hérault. Voilà, faut signer, hop, signature, un autographe. 233 kilos. Ouais. D'accord. C'est pas mal. Là, 7. Direction 7 dans les bassins. Et après, ça va à l'exportation en Espagne et au Portugal. Ça, c'est pour le circuit classique. Mais Benjamin a choisi la modernité.
Il ira là où sont les attentes, en circuit court. À peine 16 km, direction l'une des meilleures tables de la région. Je te mets tout ensemble? Ouais, ouais. Tu vois, si tu prendrais que des comme ça, là, ce serait magnifique. Eh oui. 3000 là. Ah, ce produit-là est exceptionnel. C'est même du pain béni pour le jeune chef Laurent Chabert, amateur de produits régionaux et de saison. Là, je vais lever l'anguille, la belle anguille de Benjamin. On a de la chance, on est de la belle pêche. Les anguilles, là, quand elles sont bien grosses comme ça, je vais les mettre sous vide et je vais les cuire en fait à la vapeur, entre 10 et 12 minutes environ. Et on va rajouter les carottes du potager, du gras de porc, un peu de champignons, une bonne sauce vin rouge bien réduite, assez corsée. Et voilà le travail, passer de main d'expert à main de maître. Anguille de l'étang de l'Hérolle en croustillon d'ail des ours, déclinaison autour de la jeune carotte et son jus de matelote. Bruissant, mes amours, je reverrai ton village alentour. Glorifié en son temps par Charles Trenet, Gruissant et ses habitants s'apprêtent à chavirer ce week-end. Fin juin, la ville fusionne avec sa communauté de pêcheurs. Le 29, on célèbre la Saint-Pierre. Et ça commence la veille par une grande sardinade dans la cour de la Prud'homie. Chaque année, il y a un engouement énorme pour cette Saint-Pierre. On le verra demain. Il y a un monde fou qui vient pour célébrer et prier pour pas qu'un marin décède, pour qu'on ait du poisson, etc. C'est un engouement qui prend tout Gruissant et ça fait plaisir à voir parce que pour une fois, le pêcheur est roi. Ah, celles-là sont cuites. Ce soir, le pêcheur invite le village à sa table. Et demain, le village lui rendra hommage. C'est un attachement viscéral, intergénérationnel. On voit tous les jeunes des petits-fils de familles de pêcheurs que chaque année qui leur tient vraiment à cœur et viennent donner un coup bénévolement. Et c'est quelque chose que pour moi est émouvant quand même, qui me tient à cœur et qui fait plaisir que quand même on sent que les jeunes viennent avec nous, ça leur plaît. On se dit peut-être après nous il y aura une autre génération, ce qu'on espère pour pas que la Prud'homie se finisse. Pour la première fois de l'année, la chambre de Saint-Pierre est ouverte. À cette ancienne figure de proue repêchée en mer par des marins gruissanais, on peut désormais murmurer des prières, des vœux ou confesser des péchés. Une ferveur singulière tombe sur la ville. 10 heures du matin, rue de la Prud'homie, l'heure des discours. Les officiels de la région sont présents en uniforme. J'étais préoccupé de l'étang de Campignol. Jean-Jacques, Sébastien, Benjamin ont revêtu la robe et la toque des prud'hommes. Et au même moment, dans l'église, Fabrice n'est pas un fada. Non, le chef de musique répète ses gammes, car dans moins d'une heure, les pêcheurs vont interpréter ici même le fameux Scottish. C'est une danse qui, à l'origine, viendrait d'Allemagne, qui serait une germane polka, qui serait arrivée
dans les années 1849-1850 à Paris, puis après parti sur l'Angleterre, alors qui sait, peut-être là-bas les Écossais ou marins écossais se seraient peut-être accaparés. Donc, et puis on ne sait pour quelle raison elle est arrivée jusqu'ici. Tout à l'heure, l'église sera trop petite pour accueillir tout le monde. 10h45. Saint-Pierre prend son premier bain de foule. Aux premières mesures de la fanfare, on célèbre enfin le patron des pêcheurs à tue-tête avec ce chant que tous connaissent et attendaient depuis l'année dernière. Sol, fa, sol, la, si, fa, mi, si, ré, si, mi, ré. Puis ils regardent le public, ils présentent leur façon de danser, chacun a la sienne, qui est assez particulière. Certains ont plus chaloupé que d'autres, d'autres des petits pas, d'autres un peu plus rapides. Comme prévu, sous la baguette de Fabrice, les travailleurs de la mer s'élancent dans une église pleine à craquer. Au bout de l'allée, ils embrassent l'ostensoir, puis honorent Saint-Pierre et surtout saluent leurs 3 représentants. Cette danse païenne restitue le pas des marins en mer. Et dans ces instants d'émotion intense, croyant ou pas, chacun a sa vérité. On a l'impression qu'on a une bénédiction au-dessus de nous, que notre bateau ne coule pas, qu'ainsi de suite, qu'il ne nous arrive pas de malheur, que notre pied ne se prenne pas dans un filet, dans des jours de mauvais temps. Voilà, on est quand même, il y a ce petit truc, même si on ne l'est pas, on a envie qu'on ait la petite étoile au-dessus de la tête. Et celui-là pousse bien loin la symbolique de la chaloupe, c'est Hiro, vieux briscard mystique. La Saint-Pierre, pour moi, c'est avant tout, c'est spirituel. En fait, la bougie, c'est la lumière qui guide un peu la barque de la vie. Au début que je le faisais, j'étais stressé, j'étais pas bien, j'étais étendu. Maintenant, non, plus du tout. Maintenant, je suis vraiment un peu dans ma bulle, quoi. Ça m'est égal ce qui se passe autour. Je le vois même personne. C'est pas. Avant, oui, c'est vrai, avant que j'avais une appréhension, les gens ils me regardent et tout. Héroïque, le réveil gruissané a joué cette année 42 minutes sans interruption. Le Scottish gruissané a encore bouleversé l'Assemblée. À la mémoire d'un parent, d'un proche, certaines n'ont pas retenu leurs larmes, et certains aussi d'ailleurs. À l'idée que Denis, le papa, partira à la retraite et danse peut-être pour la dernière fois. Et Anna, tellement fière de filmer son mari, Benjamin, et son pitchoun, Ellie. Sûrement un pêcheur, celui-là, dans quelques années. Sur la côte occitane, pêcheurs et scientifiques veillent sur le littoral. Des modèles vertueux et inspirants.